Hello hello, transformation. Donc bienvenue sur cette interview avec Nick Open, créateur de contenu sur internet depuis 2004. Donc tu pratiques et enseignes l'art de transformer les connaissances en or, tel un alchimiste moderne. Et tu es en interview avec le magicien moderne et du coup j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ton activité et comment tu peux nous la présenter. D'accord, mais déjà merci pour m'avoir invité, donc c'est vraiment chouette. Et c'est vrai qu'on partage un peu le même dynamisme, le même plaisir sur l'alchimie et sur toute cette dynamique-là. Alors moi, comment je me présenterai, comment je me définis, en fait, mon travail, mon activité, c'est d'aider, d'enseigner aux personnes à vivre de la formation en ligne. Donc moi-même, j'ai créé des formations en ligne depuis 2011, j'ai commencé là. Et donc après, à force d'avoir essayé, d'avoir testé, de m'être planté, d'avoir fait des choses qui marchent, des choses qui marchent très bien, des choses qui marchent un peu moins bien, petit à petit j'ai acquis au fur et à mesure du temps de nombreuses connaissances et expertise dans le domaine. Et aujourd'hui j'aide les personnes qui souhaitent faire ce que je fais, sans forcément qu'ils passent par toute la partie, on va dire, galère et par toutes les parties, on va dire, un petit peu difficiles, où on erre un petit peu sans but ou avec les mauvais conseils. Donc c'est ça vraiment mon activité. Exact. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu fais, c'est que ça s'applique du coup à tout type de domaine, tout type de compétences, parce qu'à partir du moment où il y a de la connaissance en jeu qui doit être transmise, c'est là que toi tu entres dans l'arène, entre guillemets, que tu peux nous guider à justement nous dire, bon, là tu devrais plus faire comme ceci ou comme cela. Donc ça s'applique vraiment à tout le monde, pas forcément que au développement personnel ou Ouais. à certains sujets dont on entend plus parler. Oui, complètement. C'est ça qui est super intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le domaine de la formation en ligne, on va dire, nous, on voit beaucoup de formations en ligne sur le domaine de développement personnel, spiritualité, marketing aussi, business immobilier aussi, pas mal, j'en vois beaucoup. Et puis après, d'autres contextes et univers transverses un petit peu, comme le dropshipping ou d'autres choses dans cette dynamique-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup plus de domaines parce que le savoir transmettre, le savoir et la connaissance, ça marche partout, absolument partout. Et que ce soit dans un public, on va dire, jeune, puisque l'enseignement classique, c'est le transfert de connaissances aux enfants, adolescents, puis aux jeunes adultes. Et après, est-ce qu'on doit s'arrêter là? Et finalement, on sait très bien que non, parce qu'on évolue dans nos vies, on évolue dans le secteur professionnel, mais pas que. Il y a un truc très intéressant, c'est il y a quelques mois de ça, je me suis remis à une activité sportive que je faisais quand j'étais jeune et je rêvais de refaire. Je me disais, oh, t'es trop vieux, machin, et puis finalement, non. Qui est le skateboard. D'accord. Et donc, en me remettant au skateboard, et pour ceux qui nous écoutent, j'ai 38 ans, donc du coup, c'est, voilà, on va dire, généralement, c'est pas trop la moyenne d'âge du skate, mais c'est quelque chose que j'adorais, et quelque chose qui me manquait énormément. Donc, je m'y suis remise depuis cet été, et instinctivement, je me suis dit, tiens, j'aimerais apprendre de nouvelles figures, j'aimerais trouver de nouvelles techniques. Et là, j'ai vu un besoin de formation et j'aurais été prêt à acheter des formations sur ce domaine-là pour m'améliorer moi-même. Donc c'est intéressant parce que c'est pas un milieu professionnel, mais c'est quelque chose qui me plaît moi. Donc ça pour dire qu'on peut même donner des formations sur le skateboard, sur le jardinage, sur la peinture, sur différents domaines. La transmission de savoir, tout est là. Et c'est excellent parce que ça rejoint ma question d'après, justement. Ouais. On est nombreux à posséder des connaissances, à partager, et que beaucoup, justement, n'ont pas, et aimeraient apprendre, mais qui, nous paraissent normales. Et en fait, on suppose que ça doit être su ou logique par les autres, et du coup, ma question, c'est comment tu prends du recul, toi, pour identifier ce que tu sais et ce que les autres ne savent pas? Alors c'est super dur, c'est une très bonne question et c'est très dur de le trouver parce que généralement on a tendance à trouver que ce qu'on fait nous bien, c'est normal, c'est facile. Et en fait, c'est facile pour nous, mais pas pour les autres. Et on a parfois tendance, enfin moi je sais que j'ai fait partie de ces personnes qui avaient besoin de développer des certains niveaux de compétences dans certains domaines, et donc je faisais les choses par la force, par la difficulté et la force. Alors qu'à côté de ça, j'avais des compétences très fortes sur certains domaines, et comme c'était naturel pour moi, je me disais tout le monde a ça, tout le monde a ça. Alors, la meilleure façon que je trouve et que j'enseigne justement pour arriver à comprendre en quoi on est bon, pour pouvoir le transmettre,
c'est le regard extérieur, purement et simplement. Et il y a un petit exercice tout simple, c'est tu demandes, je l'invite vraiment à tous celles et ceux qui nous écoutent, c'est de demander à des personnes autour d'eux, des personnes qui te connaissent, des personnes qui vous connaissent, poser la question suivante. C'est en quoi est-ce que je suis naturellement bon? Ou en d'autres termes, si tu avais besoin d'aide sur un domaine et que tu saches vers quoi viendrais-tu alors j'ai mal formulé. Mais qu'est-ce que tu me verrais bien faire? Ouais. Dans quoi je suis bon? Ouais. Qu'est-ce que tu décèles en C'est moi? ça. Ou naturellement? Si j'avais besoin d'aide, si je pouvais t'apporter de l'aide dans un domaine précis, quel serait-il? Voilà, ça serait plus français. Qu'est-ce que tu me verrais faire en fait? Ouais. Qu'est-ce qui sort naturellement de ta personnalité? Complètement. etc. Et donc ça, tu vois, c'est un exercice que tu fais et tu poses la question à plusieurs personnes proches, tu vois, 5-10 personnes proches. Forcément, il va y avoir des réponses différentes, mais il va y avoir quand même un terrain commun. Et ce terrain commun permet de savoir, de déterminer là où on est vraiment bon. Tu vois, par exemple, pour mon cas personnel, tout le monde me disait depuis le début où je faisais des formations, notamment quand je faisais beaucoup de formations en présentiel, puisque j'ai fait aussi de la formation présentielle, j'en fais encore un petit peu aujourd'hui, en plus du numérique. Tout le monde me disait, mais t'es un super pédagogue, t'es un excellent formateur, t'es vraiment bon dessus. Puis je les écoutais, je disais, ouais, tu vois, je pensais que c'était de la flatterie ou machin. Et quand j'ai fait des conférences, on me disait pas ça. C'est intéressant. Et c'est intéressant parce qu'en conférence, on me disait pas du tout, on me donnait les points de piste d'évolution, mais on me disait pas ça. Et petit à petit, progressivement, en fait, je me suis rendu compte, j'ai réussi à m'ouvrir au fait que finalement, oui, naturellement, je suis un bon formateur. Et justement, la comparaison avec un domaine qui est la conférence, où aujourd'hui je me débrouille bien en conférence, mais je suis pas un brillant, un excellent conférencier. Du moins, moi, je me reconnais pas en tant que brillant, excellent conférencier. Et le niveau que j'ai aujourd'hui en tant que conférencier, ça m'a demandé du travail, ça m'a demandé de l'énergie, ça m'a demandé beaucoup de remise en question. Alors que mon niveau de formateur aujourd'hui, certes, il est bien meilleur que celui que j'avais il y a 4 ou 5 ans en arrière, quand mon entourage me disait que j'étais bon dans le domaine. Par contre, la piste d'évolution, elle a été beaucoup plus forte et beaucoup plus simple et presque naturelle. Parce que c'était ta zone de potentiel, Ouais. de force latente, et qu'il y avait juste à travailler un peu dessus, mais tu avais déjà quand même une racine qui était là, une force. Exactement. Mais qu'il faut être capable de reconnaître. Exactement. Et ça peut être super pour justement après transmettre quelque chose ou axer sur un domaine où on est fort. Plutôt qu'à pallier les faiblesses, autant axer sur les forces. Ça, c'est un point clé. Mais après, ça veut pas dire non plus que on ne doit pas faire de formation, distiller du savoir sur quelque chose que l'on a dépassé et sur lequel ça a été dur. Tu vois, par exemple, si on parle de timidité, sur ton cas précis, la timidité, c'est quelque chose qui est présent au départ, mais que tu dépasses, que tu as dépassé. Donc tu es légitime, tu es plus que légitime, parce que tu es passé par différentes difficultés que rencontrent certaines personnes, et tu as un niveau où tu peux accompagner des personnes qui sont savoir marcher le chemin. Voilà. Quelle que soit la connaissance qu'on veut transmettre, c'est que les gens vont reconnaître en nous parce qu'on leur parle de quelque chose qu'on a vécu, pas seulement lu ou en fait appris. Et du coup, mais exactement, il faut pas oublier d'où on vient à ce niveau-là et qu'on peut enseigner ces quelques étapes déjà. Complètement. Et moi, c'est exactement pareil. Je me vois pas un super orateur. J'ai déjà donné quelques speeches ou conférences, mais je suis forcément 20 fois meilleur qu'au début. Et cette petite étape de devenir bien meilleur en un an, par exemple, de la timidité à être orateur, de commencer à être à l'aise, ça, je sais que je peux déjà en fait le transmettre. Complètement. Et bien souvent, alors, il y a deux choses. Il y a déjà un point qui m'énerve et un point qui est juste. Tu vas voir. C'est un point qui m'énerve dans ce que j'entends souvent autour de moi, ou ce qu'on entend sur Internet, qu'il suffit de lire 2 livres pour être meilleur que 95%. Donc, ça m'énerve parce que ça donne une espèce de fausse illusion, une espèce de biais de l'ego, comme quoi en fait on est meilleur que les autres et on peut enseigner ce qu'on a lu dans 2 bouquins. Déjà, 1, c'est faux, et 2, c'est contre-productif. Et c'est même mauvais pour ceux qui vont le recevoir.
parce qu'il y a quand même cette conscience pédagogique qui doit être présente. Par contre, en même temps, il y a un aspect vrai. Un aspect vrai dans le sens où effectivement, on monte sur le chemin. On a évolué sur le chemin. Et il manque juste quelques deltas pour après pouvoir apporter ce savoir-là. Moi, j'aime bien cette différenciation aussi entre savoir et connaissance. Alors là, ça pourrait être un grand débat, une redéfinition d'une mot, qu'est-ce que le savoir, qu'est-ce que la connaissance. Mais dans tous les cas, une clé, c'est que quand je lis quelque chose sur un bouquin, je lis quelque chose sur un bouquin. Par contre, quand je lis quelque chose sur un bouquin, et que j'ai lu peut-être 2 livres, ou ne serait-ce qu'un livre sur le sujet, peut-être que j'en sais plus que 99% des personnes. Par contre, le jour où je vais le mettre en application, le jour où je vais me confronter à ça, le jour où je vais incarner ce que j'ai lu, là, je vais passer un step. Et là, je vais passer un step parce que ce que je vais transmettre derrière, ça ne sera pas juste du copier-coller d'un livre, de la retranscription, mais quelque chose d'intégré, de vécu, qui ressort. La connaissance, pour moi, la seule différence, parce que c'est dur effectivement de mettre une ligne entre les deux, mais pour moi, la connaissance, c'est quand on passe par le chemin de l'expérimentation, et l'expérimentation et de l'expérience qui est personnelle. Et du coup, c'est comme si on arrivait avec la recette de cuisine du livre, mais nous, il y a notre propre ragoût dedans, il y a notre propre soupe qu'on a vécue, et que du coup, on peut ressortir avec quelque chose en plus de l'épice. Mais cette épice, ça peut être dire aux gens, attention, ne passe pas par là, tu vas tomber, ou alors dire, avec cette épice-là, tu vas gagner un peu de temps. Complètement. Sinon, c'est du savoir un peu inerte. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que pour continuer sur cette métaphore de la recette de cuisine, tu as la recette de cuisine, tu vois, tu veux faire je sais pas, un truc sympa. Tu veux faire un moelleux au chocolat. Un bon moelleux au chocolat. Tu as la recette de cuisine, donc forcément, tu as une avance sur 80-90% des gens qui aimeraient faire des moelleux au chocolat qui n'ont pas la recette de cuisine. Donc effectivement, il y a ce step-là. Mais c'est pas parce qu'on a la recette qu'on va être capable de le faire. Par contre, tu vas faire un premier moelleux au chocolat, il va être horrible, il va être tout sauf moelleux et peut-être en plus un fondant au chocolat ou autre. Donc tu vas en faire un second, un troisième, et à un moment donné, tu vas faire un moelleux au chocolat qui va être sympathique. Et à un moment donné, c'est une bonne question en fait. C'est à quel moment tu peux enseigner à quelqu'un à faire des moelleux au chocolat? À quel moment? Parce que c'est le moment où tu as réalisé ton premier moelleux au chocolat qui marchait. Bien évidemment, on se rend compte que si tu n'arrives pas à faire toi-même ton premier moelleux au chocolat, tu peux enseigner les choses, mais ça va pas résonner très fortement. Ou est-ce que c'est après le 20e, après le 100e ou autre? Et si on prend à un moment donné, on peut se dire, ouais, mais ok, il y aura toujours quelqu'un de supérieur à moi. Par exemple, un chef cuisinier, il fera toujours des moelleux au chocolat qui seront meilleurs que ceux que je ferai moi, même si j'en fais 100 ou si j'en fais 1000. Par contre, une personne qui a besoin de ce savoir-là, est-ce qu'elle a besoin du grand chef pâtissier? Du grand chef, est-ce qu'elle a besoin, oui, pâtissier plutôt que... Est-ce qu'elle a besoin d'arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'elle a besoin de quelqu'un à ce niveau? Non, peut-être quelqu'un qui a fait ça ou 1000 fois et qui le fait bien, sera suffisant pour lui donner. Et ça lui fera moins peur. C'est pour ça que dans tous les domaines, il y a des gens qui vont chercher quelqu'un qui est intermédiaire. Parce que sinon, ils disent, par exemple, dans le développement personnel, je vais pas aller prendre Tony Robbins quand je commence, ça me fait peur, c'est beaucoup trop loin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent son livre et qui arrêtent. C'est pas que c'est pas bien, c'est très bien, mais c'est bien pour quelqu'un qui a avancé. Et du coup, il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui, par exemple, s'il montait une échelle, il est au 10e barreau, pas au 100e barreau. Pour moi, c'est une montagne, en fait. Et je vais même pas monter une échelle, un barreau à cause de ça. Ça décourage plus qu'autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est très intéressant ce que tu dis, ouais. En plus, c'est un pavé. C'est un vrai pavé. C'est un vrai pavé. À lire. Avec beaucoup d'exercices. Ouais. Ce qui peut démotiver les gens. Mais du coup, vu que le savoir et la connaissance, c'est la différence entre ce qui est appliqué, j'invite tous les auditeurs vraiment à faire cet exercice que tu mentionnes, parce que c'est déjà un point clé. Il y a beaucoup de gens qui pourraient transmettre de la connaissance, mais en fait, ça leur semble logique, alors qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc, demandez à votre entourage quelles sont vos forces naturelles. C'est vraiment quelque chose qui peut vous donner des clés et même des nouvelles perceptions, en fait. Vous allez même changer d'état d'esprit parce que vous allez dire, ah ok, c'est vraiment quelque chose que les gens veulent. Et même en termes d'estime de soi, c'est juste génial de dire, d'avoir le retour extérieur de gens qui te disent, ouais, mais t'es bon là-dedans, t'es bon là-dedans. Tu dis, oh, mais non, t'exagères. Et la personne, si elle dit, c'est que c'est vrai. Donc on a tendance à croire que la personne a flatté, mais non, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, quoi, de voir ça. C'est vrai. Et d'axer sur nos forces.
il y a à peu près un an et demi, je me suis dit, mais vas-y à fond, quoi. Et j'ai commencé à axer à fond sur mes forces. Ça a vraiment eu un impact très fort sur mon activité, sur mon business, ouais, clairement. Et les choses étaient beaucoup plus simples, quoi. Comme quoi, donc demandez bien à votre entourage. Et ça m'emmène sur une question, d'un point de vue débutant, quelles sont les grandes erreurs à éviter que tu détectes, mais sans entrer dans les détails, plus les grandes lignes, vraiment les erreurs peut-être bêtes pour toi, mais que la plupart forcément des nouveaux, des gens qui vont entrer dans ce domaine, vont faire, consciemment ou inconsciemment. C'est une bonne question. Ah, les erreurs. Moi, c'est difficile à répondre. Je dirais instinctivement que les premières erreurs, les erreurs que je vois souvent chez les personnes qui justement commencent, c'est des erreurs liées, on va dire, à l'ego, entre guillemets. C'est un peu difficile à exprimer, mais souvent, l'ego va nous mettre plein de remparts psychologiques qui vont nous empêcher de réaliser ce que l'on veut. Alors ça peut être différentes choses. Genre, je le sais déjà. Ça, c'est la pire de toutes. Je le sais déjà, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu. Ok. Et qu'est-ce que tu fais après derrière? Est-ce que tu l'as appliqué? Généralement, une personne qui me dit ça, elle n'est déjà pas au chemin, elle n'est déjà pas à l'endroit où elle souhaiterait aller, ou, et loin de là, elle se bloque à cause de ça. Dans la spiritualité, il y a un truc qui est très présent, ça s'appelle l'ego spirituel. Moi, j'appelle ça, je pense que tu connais. Ouais. Et l'ego spirituel, c'est à un moment donné, mais je me suis intéressé à la spiritualité, j'ai lu, et je pense qu'on s'y comprend tous. C'est bon, je sais mieux que tout le monde, Et je cherche plus à et je apprendre. cherche plus à apprendre. Je cherche plus à apprendre, je cherche plus à évoluer. Et ferme là, c'est moi qui vais t'enseigner les choses. Et, et en fait, ça, c'est notre ego qui nous trompe, qui nous empêche de justement de passer le step d'après. Et comme tu le dis sur ce mot de transformation, de se dépasser, ça pousse à travailler sur l'ego, mais faire preuve d'humilité, mais pas vis-à-vis des autres ou quoi que ce soit, parce qu'on s'en fout, mais vis-à-vis de nous-mêmes, se dire, ok, j'en suis à ce stade-là, est-ce que je peux passer au stade d'après? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, de passer à l'étape d'après? Est-ce que vraiment il n'y a pas autre chose? Ouais, je dirais que c'est ça. Très intéressant. Et du coup, en fait, ce que tu dis, moi, je synthétise en soyez à l'écoute, mais de Ouais. toutes les façons possibles, mais ne pas se fermer et se dire qu'on a tout en soi et qu'il faut encore. On a tellement de choses à apprendre qu'il faut rester à l'écoute et à l'aguet et rester humble, en fait, par rapport à tout le monde et se dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Ouais. Moi, c'est vraiment une phrase qui résonne beaucoup, c'est chaque personne que tu rencontres est un maître dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de pratiquer. Mais concrètement, chaque personne a vraiment souvent une petite chose à m'apprendre. Très très puissant. Et du coup, je me mets vraiment forcément au niveau des gens tout le temps parce que je sais qu'ils vont m'apprendre quelque chose effectivement. Ouais, c'est très puissant ce que tu dis. Ouais, c'est l'humilité au regard de l'orgueil. Et en même temps, l'orgueil, c'est pas forcément une bonne, entre guillemets, ben, on le voit forcément avec les biais des 7 péchés capitaux et autres, donc on le voit pas forcément comme quelque chose de positif. Et moi, j'aime bien dire faire preuve d'humilité et faire preuve de fierté. Ce qui peut paraître un peu paradoxal. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'orgueil, mais en même temps, c'est important aussi d'être fier de ce qu'on a accompli, d'être fier de qui l'on est, d'être fier de ses valeurs, de tout ce qu'on a. Et justement, entre guillemets, le piège d'être trop dans l'humilité, alors après, c'est toujours pareil, on peut jouer avec les mots, à trouver d'autres termes, ou dire c'est peut-être pas de l'humilité ou autre, c'est se dire, à un moment donné, une fausse estime de soi. Donc, il y a toujours un juste milieu entre, l'alchimie d'ailleurs elle dit bien, on n'est jamais d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est arriver à trouver l'équilibre des choses et arriver à mélanger différentes choses et des choses qui sont d'un côté savoir avoir une preuve d'humilité et en même temps avoir une reconnaissance, mais justement ce qu'on disait juste avant, de ses points de force, de ses points de compétence, de la qualité de son être. Puisque comme tu disais, toute personne est un maître dans quelque chose pour moi,
mais ça veut dire que moi aussi, je suis peux un être un maître, Bien sûr. aussi bien pour les autres et même pour moi-même. Donc sans ego déplacé, mais forcément être Ouais. fier de ce qu'on est, et c'est Ouais. ça qui nous donne aussi la volonté de se bouger, parce qu'on Ouais. croit en soi, du coup. C'est ça, ouais. Ça donne une belle force, ouais. Et du coup, bah, ça rejoint encore une fois, c'est marrant, ma prochaine question, qui est, même si on l'a un peu abordé, quelles sont les choses sur lesquelles, justement, il faut se concentrer quand on débute? Bon, bah, je pense qu'on a déjà évoqué les forces, mais est-ce que tu verrais, que ce soit état d'esprit ou concrètement en termes d'action, mais quand on débute, quelles sont les choses sur lesquelles il faudrait se concentrer? Parce que, par exemple, pour avoir déjà côtoyé pas mal de jeunes entrepreneurs, par exemple, ils vont tout miser sur les likes sur Instagram, des choses comme ça, et ils vont être 3 heures sur la page à faire des choses qui sont pas forcément essentielles en termes de valeur ajoutée ou de choses comme ça. Oui, complètement. Et en plus, ça va être, c'est très pernicieux, ça. Je crois qu'on l'a tous fait. Alors moi, à l'époque, c'était les statistiques de mon blog, parce que j'avais fait plus de visiteurs que la veille. C'était donc on a tous fait ça, et on peut avoir tendance encore à le faire. C'est effectivement ces actions passives, mais surtout ces actions qui bouffent notre confiance en nous, purement et clairement. Parce que forcément, au début, ben, tu vas pas avoir 50, 100 likes, 200 likes. On va pas les avoir, c'est clair et net. Donc, C'est clair. et en fait, on veut un objectif, en fait, utiliser les métriques, donc les données pour se rassurer, pour avoir des objectifs, enfin, pour se dire je suis sur la route. Je crois que le meilleur outil, je suis beaucoup là-dessus en ce moment, c'est le meilleur outil pour le débutant, c'est le temps. C'est Ce qui est le plus dur quand tu débutes, parce que t'es impatient. C'est ça, c'est le temps. D'accord. C'est apprendre à accepter le temps. C'est dur, hein. C'est super comme je te dur. dis, moi j'y bosse, c'est un de mes sujets du moment parce que pendant très très longtemps j'ai une relation avec le temps très conflictueuse. Et On justement, veut forcer les choses un peu. voilà, Ouais. là j'essaye d'harmoniser un petit peu le tout. Et le temps est vraiment un allié. Et le temps est un allié parce que aujourd'hui, tu vois, ça fait 7 ans plus de 7 ans, j'ai dépassé la 7e année d'infoprenariat, de formation en ligne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, j'ai vécu d'internet, du web depuis 2011, depuis le jour où je me suis lancé. Bon, pas de façon confortable au départ, j'ai galéré comme pas mal de personnes, mais j'ai eu la chance de vraiment pouvoir vivre très rapidement de mon activité. Et en ayant fait ça, au fur et à mesure du temps, je voulais passer au step supérieur. J'étais tout le temps impatient. Tout le temps impatient. Je n'avais pas assez. Effectivement, hein, financièrement, je n'avais pas assez. C'était suffisant pour en vivre, pour arriver à s'en sortir. Tu vois, le fameux s'en sortir. Vivre ou survivre. Voilà, mais pas en vivre confortablement. Et en fait, plus j'étais pressé, moins ça marchait. Ah, c'est intéressant ça. C'est super intéressant. Et à chaque fois que j'arrivais un petit peu à lâcher le truc, attends, ça viendra, ça se faisait. Et il y a un truc qui m'a fait tilt, on va revenir à la petite anecdote de skate. C'est assez récent cette histoire. J'ai discuté avec un gars qui avait à peu près mon âge, donc forcément on se ressemble, on discute donc dans un skatepark. Et je lui disais, bon ben voilà, ça fait, je reprends à peine maintenant et tout, donc c'est un petit peu difficile. Il me dit, ouais, c'est intéressant. Il me dit, c'est bien, ouais, mais t'as raison, de toute façon, on progresse comme ça. Et on a parlé il parlait à un moment donné, il est venu sur les blessures, sur les temps d'arrêt. Et il me disait, ce qui est rigolo, c'est qu'un jour, j'ai eu une fracture de l'épaule, et j'étais obligé d'arrêter pendant 1 an, parce que j'ai eu d'autres difficultés, tout ça. Et ce n'est pas de l'épaule, c'est peut-être un peu plus que ça. Bref, il a arrêté pendant 1 an. Et il me dit après, en fait, quand j'ai recommencé, bon, il y a un petit temps d'adaptation, mais j'étais meilleur qu'avant. Il a passé 1 an, le gars, sans faire du skate, et était meilleur qu'avant. Et il me disait, donc il m'a donné d'autres exemples d'amis à lui, qui s'étaient arrêtés 1 mois, 2 mois, et qui après cet arrêt-là, devenaient meilleurs. Comment ça s'explique? C'est un œil nouveau? C'est intéressant, hein? Et moi, ce truc, ça m'a fait vraiment un tilt dessus, parce que j'aime bien faire des liens avec d'autres choses. Et j'ai fait un lien avec le business, forcément. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper puissant, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais des choses et tu mets un temps de pause. Et pendant ce temps de pause, les choses
mature. Les choses se créent à l'intérieur de soi, malgré soi. Et c'est après que ça sort. Très intéressant. Et bien souvent, les idées géniales, les trucs de fou, ou les caps que l'on passe, c'est parfois pendant les vacances, pendant les moments de repos. Presque que. Parce que Ouais, là-dessus, d'expérience personnelle, les bonnes idées que j'ai, c'est quand je médite, quand je marche ouais, dans les bois, ça n'a rien à voir avec quand je suis focus sur quelque chose. Donc bien sûr, j'ai des bonnes idées, mais mes grandes percées, ouais. et ben c'est toujours dans un C'est moment de intéressant. relaxation. C'est intéressant. Mm. Et le temps, on a tendance à être dans le vite-vite, et puis ça se comprend, hein, quand on démarre, on dit putain, il faut que j'ai mes résultats rapidement et tout ça. Mais en fait, c'est un process, et il y a un truc qui est assez magique, c'est les paliers. C'est-à-dire que, et là, cette histoire de skate, ça m'avait fait tilt aussi parce que je l'avais vécu, cette notion de palier, où pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je faisais les figures et je progressais pas, je progressais pas, je progressais pas. Et un jour, comme ça, par magie, bam, Tu une montes une marche. augmentation. Ouais, exactement, monter une marche. Et on revient plus en arrière. C'est genre l'avant à l'après. Et ça se fait. Et donc, si on rajoute le temps avec cette temporisation-là, et en fait, dans le business et dans plein de choses dans notre vie, c'est ce qui se passe. C'est que la progression n'est jamais linéaire. Elle est jamais linéaire, On la aimerait bien, progression. mais ça se passe jamais comme Ouais. ça. Et effectivement, tu vois, par exemple, sur quelqu'un que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou autre, qui crée son travail, eh bien, ça va être un petit peu, sembler un peu linéaire au début, progression, et puis à un moment donné, il va y avoir un cap qui va se passer. Et ce cap-là, ça va amener au step d'après. Et il n'y a pas de retour en arrière. C'est à un moment donné, il y a ce cap qui se fait. Et ça, c'est très étrange et vraiment très puissant. Mais avoir cette patience-là. Et l'autre truc que je dirais justement à des personnes qui débutent, c'est un truc que peut-être tout le monde a déjà entendu un jour ou pas, c'est le véritable entre guillemets échec, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échec, le véritable échec, c'est quand on abandonne avant d'arriver jusqu'au bout. Effectivement. Et c'est vraiment ça. Ou quand on commence pas du tout. Ou quand on commence encore plus. Parce que quand on a peur, quoi. Et j'en discutais avec un autre ami infopreneur il y a quelques temps de ça. Je lui disais, tu te rappelles, moi je lui disais, alors je fais un peu un mode teasing, je lui dis écoute, il y avait un gars que je regardais à l'époque, c'était sur YouTube en 2012-2013. Franchement, je regardais, je disais putain, il est courageux, le gars, il fait ses vidéos et tout ça, ça marche pas. Et, euh, et je voyais qu'il galérait, et puis il y avait pas le truc. Il y avait pas le truc. Et ce gars aujourd'hui, il cartonne. Il cartonne. Et en fait, il cartonne pas parce qu'il était doué naturellement, mais parce qu'à force, à force, à force de faire, de se remettre en question, il a augmenté de steps. D'un step, deux steps, trois steps. Et jusqu'à un moment donné où il est arrivé à un step où il était au-dessus de tout le monde. Et cette fréquence de travail, d'action, avec de remise en question, d'évolution, ça permet de franchir des steps. Et Par les essais, les erreurs continuelles, ouais, en fait. Jamais s'arrêter. ouais. Et toujours continuer. Alors jamais s'arrêter effectivement sur, on va dire sur le but, le target, mais Mais savoir savoir faire des pauses. faire des pauses, des temps de pause. Et, ça vraiment, ça joue beaucoup. Tu vois, cette année, euh, j'ai fait donc 2018. Je sais pas quand sera publié l'interview, mais donc 2018. J'ai un jour comme ça, un coup de tête, je me suis dit je vais faire un défi de 30 jours, 30 vidéos. D'accord. Inspiré par mon ami Yannick Alain qui avait fait ça. Et donc je commence à faire le défi, et puis en fait c'est quelque chose qui n'était pas trop dur pour moi. Et j'avais un autre défi en tête. Je me suis dit on va tester les 30 jours. Et arrivé au 20e jour, je savais que j'allais continuer sur 101 jours. D'accord. Et j'ai fait un défi, donc j'ai fait 101 vidéos, elles sont encore présentes sur mon YouTube, 101 vidéos en 101 jours. Super. Donc c'était tous les jours, le samedi et dimanche. Dimanche c'était un peu dur quand même. Mais j'ai fait ça. Là, tu m'étonnes. Et en fait, quand j'ai fini ce truc, je me suis dit est-ce que je continue 365 jours ou pas? J'ai arrêté parce que j'ai vu que j'avais pas de résultat. Véritablement, concrètement. Mais ce que j'avais pas vu, et c'est là que je l'analyse, mais vraiment, mais des mois plus tard, hein, des mois plus tard, c'est qu'en fait c'était une bonne chose. C'est que ça m'a pas forcément aidé sur la chaîne YouTube. Je savais que ça serait un travail sur du long terme,
Donc je sais qu'il y a des vidéos qui peut-être marcheront au bout de 6 mois, au bout d'1 an et commenceront à décoller, comme ça a déjà été le cas pour d'autres vidéos. Sauf que avant j'en aurais fait peut-être 20, 30 dans l'année. Là j'en ai fait 101. Donc la probabilité qu'il y en ait une qui marche sera beaucoup plus forte. De même, entre la première et la 100e vidéo, il y a eu une évolution. Tu es bien meilleur. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. Et tout le travail que j'ai fait sur ces 5 vidéos, il y a certaines vidéos qui ont été capitalisées sur du long terme. Et donc tout ce travail qu'on fait, toi tu le vois très bien avec ce que tu fais sur Instagram. Et je pense que je prêche à convaincu. Oui, bien sûr, c'est le défi que je m'étais lancé en interne. J'aurais pu en plus communiquer comme ça, mais c'était pas mon axe, mais en interne c'était au moins les 100 premiers jours, je fais une vidéo par jour sans déroger à la règle, et je pense que je suis arrivé jusqu'à 150. C'est énorme. Ouais, et une par jour, vraiment, tac, 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 je fais. Et forcément, quoi qu'il soit arrivé derrière, je suis devenu 150 fois meilleur. Quand on regarde mes premières vidéos, j'en rigole maintenant quand je les regarde, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est marrant parce que j'avais quand même l'énergie qui était là. Et si je peux donner un dernier conseil avec ça, que j'applique encore, quand on commence, qu'on ait 1 like ou 1000 likes, moi j'agis de la même façon avec la même énergie. Et du coup, je pense que sur le long terme, il faut toujours penser long terme, c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est très juste. Tu changes une personne, ou t'en changes 100, c'est la même énergie, c'est après le temps de se développer, mais pourtant c'est la même intention que tu dois mettre. C'est très très juste ce que tu dis, c'est très pertinent et c'est un excellent conseil. Et parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire ouais, je fais ça pour rien. Combien de fois hein. Même moi, tu vois, encore il y a quelques temps en arrière, hein, j'ai une audience, j'ai un qui me suit, mais plusieurs fois je dis tu fais ça, tu fais. Mais ça, finalement, t'as beaucoup moins de personnes qui te suivent sur ce truc, tu fais pour pas grand chose. Mais en fait, non, c'est. Et c'est peut-être le fait de continuer, de faire la 150e, la 180e. T'arrives à la 188e, quoi que tu fasses en fait en contenu, là pour le thème c'est une vidéo, et c'est celle-là qui pète. Et si t'avais pas celle que tu aurais trouvé un peu inutile, en fait tu serais pas arrivé jusqu'à ce point B. Et c'est grâce justement, comme tu disais, tes premières vidéos. Si tu fais des vidéos de qualité aujourd'hui, c'est justement grâce à ces premières vidéos qui étaient difficiles à faire. Donc toujours se lancer même si on n'est pas prêt. Faut être prêt à l'intérieur. Mais en fait, on n'est jamais prêt. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. Et c'est dans tout dans la vie. Ça, c'est un conseil énorme. Mais c'est quand deux futurs parents se retrouvent à apprendre qu'ils vont avoir un enfant. Mais qui est prêt? Ils apprennent sur le tas en fait. Ils apprennent sur le tas. Quand on se retrouve sur son premier job professionnel, est-ce qu'on est prêt? C'est clair. Jamais. On n'est jamais prêt. Moi, quand je me suis lancé, puisque j'avais commencé à développer, j'avais un blog sur internet et tout ça, quand le moment où j'ai décidé que je me lançais dans l'infoprenariat, où j'ai quitté mon job, je gagnais 50 balles d'affiliation par mois. C'était presque, tu te dis, mais le gars, il est fou, quoi. Il est fou. Et ça faisait quelques mois que ça stagnait. Et comme ça, et je me suis dit, non, mais je vais y arriver. Et j'avais pas conscience. Et on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Et à chaque step, on n'est jamais prêt, quoi. On n'est jamais prêt de rien, quoi. On est juste prêt à se lancer, en fait. Ouais. Et en fait, finalement, moi, ce que je découvre avec le temps, progressivement, à regarder, à observer les uns les autres, et puis à voir comment ça se passe pour moi, c'est que finalement, entre guillemets, excuse-moi l'expression, mais on se démerde toujours, quoi. Exact. Non, mais c'est vrai, c'est du bricolage professionnel. C'est clair. Du bricolage. C'est clair. Et on y arrive. Et c'est là l'expression qui est souvent mal comprise. Prend du sens, le fake it until you make it. Le fameux. Ouais, fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à que ça se fasse, que ça arrive. Et c'est ça, en fait. C'est, je suis pas prêt, mais on va essayer, on va faire, on verra. Et c'est se sentir, c'est cette foi. Ça s'incarne, ouais. Mais ça fait, j'adore cette expression, ça avait marqué la première fois que j'avais vu, c'était un bouquin de Napoléon, il réfléchissait à devenir riche. Ouais, je sais pas il est pas mal. Ça a été une de mes premières claques de livres de développement personnel. Et en fait, à un moment donné, il disait de brûler les bateaux derrière soi. Exactement. Couper les ponts. Ça vient d'un conquistador espagnol, enfin, c'est la légende. Et que du coup, plus personne ne pouvait faire demi-tour, et que du coup, allez, burn your ship, ça veut dire brûle tes bateaux, tu y vas. Et ça peut être se mettre la pression sociale.
Je l'ai déjà pratiqué. J'ai envie de faire quelque chose en interne qui me fait peur. Je suis à 2 pas de me lancer, mais je sais que je vais peut-être pas le faire. Et du coup, pour brûler mes bateaux, et Ouais, ben, je me mets la pression sociale. Je dis à 3 c'est personnes, ça. tu sais quoi, demain je vais faire ça. Et du coup, je sais que je vais recevoir des messages et qu'on va me dire, Ouais, alors tu l'as fait. Et du coup, bah, c'est vrai que ça, généralement, je le fais. C'est tout c'est bête. intéressant. Alors, la pression sociale, ce que j'ai découvert, c'est que ça marche pas pour tout le monde. C'est possible. Ça Ça marche, dépend de ton système, en ouais, fait. ça Mm. dépend de. Alors là, on est plus sur les profils de Énéagramme. personnalité, ouais, Ouais. notamment l'énéagramme. Mm. Tu sais, c'est justement une des formations Que que tu fais. j'enseigne. Mm. Et, euh, et en fait, pour moi, ça marche très mal. Ah, C'est-à-dire ok. que je l'ai fait, je le fais encore aujourd'hui, mais on va dire, quand je le fais publiquement, c'est plus, on va dire, une stratégie de communication, plus qu'autre chose. Mais je vais pas le faire pour moi me foutre un coup de pied au cul. Et en fait, la pression sociale, pour moi, perso, pour moi, Nicolas, ça a tendance à plus, à rajouter, c'est plus anxiogène qu'autre chose. Ok, ça te plombe plutôt que Ouais, te... parce qu'en fait, j'ai D'accord. pas besoin de ce driver. Ça, on pourrait parler de PNL ou d'autres choses, mais on partira un peu sur d'autres sujets. Mais c'est un peu genre, on va dire, moi, le driver, il est interne. D'accord, Et, complètement, quoi. et pour d'autres, tu vois, c'est peut-être ton cas, c'est le driver est externe. Mm. Et je ne dis pas qu'il n'est pas interne, puisqu'on a forcément les deux. Le fait de rajouter un driver externe, bam, ça te donne plus d'énergie. Exact. Et c'est Donc, très intéressant parce que juste avant qu'on en parle là maintenant, je n'y avais pas pensé parce que je pensais que c'était pareil pour tout le monde, la ouais, pression sociale. Et j'ai beaucoup de, voilà, de drivers qui sont en moi, ouais, mais je suis toujours meilleur dans l'adversité sociale. ouais, Donc si je me intéressant. rajoute ça, mais voilà, je supposais que c'était le cas pour tout le monde, mais non, Voilà. c'est vrai qu'il y a toujours, donc la connaissance de soi et l'introspection aussi, Ouais, on en revient ça se toujours à parle là. quoi ça ce soit. Tu vois, il y a un autre truc qu'on a découvert aussi avec ma compagne là, assez récemment. C'est aussi pareil, un driver d'énergie, de motivation. Je lui disais, et je vois, parce que je voyais justement d'autres modes de fonctionnement qui étaient opposés aux miens, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire des choses pour elles. Et qui par contre, dès qu'elles doivent faire des choses pour les autres, ça marche du feu de Dieu. Exact. Mais c'est un problème, ça. Et ça Enfin, dépend. ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment on le tourne. Par contre, moi, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que je n'étais pas heureux quand j'étais salarié. Ou quand je bossais, par exemple, au début, j'ai fait aussi des prestations. En fait, quand je bosse pour le business de quelqu'un d'autre, procrastine beaucoup plus, je suis beaucoup moins efficace que quand je le fais pour moi. Et pour moi, c'est facile. Pour moi, ça, je vais de l'avant. Et alors que d'autres personnes, Ils vont avoir besoin de la structure ouais, pour se, et même pour au-delà se de la mettre en structure, route. c'est plus, il va y avoir de la peur à procrastination ou une énergie qui sera beaucoup moins forte pour eux que pour d'autres. C'est pour ça que, euh, par exemple, si on va sur l'entrepreneuriat, ou alors ça dépend des modèles, mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, pas dans le sens où euh, certains ont la fibre ou d'autres pas. C'est juste que chacun, on va dire, trouve sa place là où il trouve le plus d'équilibre, et des personnes vont être beaucoup plus puissantes en tant que lieutenant, par exemple, en tant que second, en tant que salarié, ou en tant que d'autres. Et chacun s'épanouit, et c'est ça qui est génial, finalement, ça fait la complémentarité de ce monde et l'union de Exact. chacun. Parce qu'on est tous des puzzles et on doit trouver notre Ouais, place et c'est pas une histoire de dire toi tu n'es pas fait pour être ouais, entrepreneur ou complètement. être un salarié, c'est plus à quel endroit en fait tu t'y retrouves le plus et tu peux donner Ouais, vraiment tout ton potentiel et que tu peux être c'est en ça, expansion quoi. Et que tu sens que justement tu es en évolution. complètement. Et c'est super intéressant, quoi. Et comme tu dis, connaissance de soi. Mais c'est la Mm. clé. De Mm. toute façon, la connaissance de soi, c'est la Connaissance de clé. soi, ouais. C'est, Qui est une passion et que j'essaye de transmettre aussi dans ce que je fais, encore plus avec la formation que je fais, mais surtout avec tout le contenu, parce que ça peut paraître un peu rasoir pour les gens quand on dit tout part de la connaissance de soi. Par exemple, tu m'as mentionné tout à l'heure, quand on est arrivé dans tes locaux, le livre de Gary Vee. ouais. Et alors, je suis pas beaucoup ce monsieur, mais je sais ce qu'il fait. Et par contre, une chose qui m'a toujours marqué, il disait tout part de la connaissance de soi. Ah, Tout part de intéressant. la connaissance de soi. Et lui, il a dit, c'est Intéressant. le travail que j'ai fait en premier. Je suis reconnu comme un entrepreneur, je suis d'abord devenu maître dans la connaissance de moi-même. Et c'est là Ouais, que je suis devenu maître dans mes business. ouais.
Et moi, ça m'a fait un grand tilt dans le cerveau, Intéressant, encore ouais. plus. Je me suis dit, C'est d'accord, puissant. même en faisant des liens justement avec le business, le mec dit, je suis parti de là. Mais l'entrepreneuriat est une des plus grandes écoles de développement personnel, hein. Parce que ça te confronte à toi, hein. Exact, Ça te exact. confronte. Et tu vas pas plus loin que toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est puissant ça. Bah, je m'en suis rendu compte pour avoir travaillé avec des entrepreneurs, Ouais. parce qu'on aime bien séparer et dire, bon, il y a le côté personnel et le côté professionnel, mais au final, j'ai Tout est toujours lié. vu que non. Tout est lié. Tu Tout dépasses est pas lié. ton développement personnel en termes de développement de business. Ouais. Même si ça peut paraître bête et les gens vont te dire je suis pas là pour faire du développement personnel, bah en fait, un peu Indirectement, ouais. Et puis même des personnes qui surperforment dans le business, Mm. bien souvent, c'est parce que inconsciemment, ils ont soit développé des croyances qui les ont amenés à ça, ou soit qu'ils ont dépassé des trucs sans le savoir, quoi. Et c'est intéressant. Non, mais c'est super intéressant. Et la connaissance de soi, je suis entièrement. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras l'univers L'univers et et les les dieux. dieux. Ouais. Ça, c'est une de mes phrases thème. Et du coup, ça nous emmène sur une question qui, je pense, est liée. Et à travers mon expérience, ma connaissance, j'ai travaillé pour des entrepreneurs principalement. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai retrouvé deux éléments clés, la stratégie et l'intuition. Et Mm. ça semble être opposé, rationnel, irrationnel. Et pourtant, c'est vraiment les deux facteurs clés que j'ai retrouvés chez les entrepreneurs qui réussissaient. Mm. Et ma question, ça serait, toi, déjà, qu'est-ce que tu en penses et comment, si c'est le cas, tu les mêles entre eux? Je trouve que c'est très pertinent ça. Mm. C'est très pertinent. La stratégie, moi, c'est un des mots qui me fait le plus kiffer de la langue française. D'accord. C'est, comme on dit, ça fait partie de mes valeurs clés. J'adore Mm. ça. C'est dans mon ADN. Tu sais, on parlait des points de force. C'est quelque chose qui m'éclate. Donc oui, ça, 100%. Et en même temps, effectivement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc une stratégie sans action, sans passage à l'action, sans faire des choses, sans la concrétiser, ou ça sert à rien, quoi. C'est juste du vent. C'est vrai. Et donc ouais, donc ça oui, effectivement. Et l'intuition, complètement, complètement, qui amène sur des choses sur lesquelles on n'irait pas forcément et qui finalement font sens ou sont les plus justes. Les choix d'intuition, ces choix où on fait rationnellement, on se dit mais c'est complètement con ce que tu fais, C'est fou. c'est complètement con. Et finalement, en fait, quand tu regardes avec le temps, ça prouve que tu avais raison, quoi. Et généralement, quand on parle dans le domaine amoureux, on le comprend, on le voit, mais dans le domaine professionnel, c'est pareil. Et alors, il y a l'intuition, il faut laisser tête baissée sur la première impulsion, la première envie du moment. Donc, il y a vraiment à distinguer les deux. Mais ouais, ce sont des Mais bonnes. ça peut être quelque chose de très très puissant, l'intuition. Ouais. Pas forcément que des entrepreneurs, j'ai vu des gens qui réussissaient énormément grâce, c'est des stratèges, des gens très organisés, bien sûr, si tu enlèves cette partie, ça marche pas, mais qui suivaient des intuitions mais profondes, hein, des impressions, pas justement un coup de tête. Et il y a plein d'anecdotes marrantes comme ça. Je me rappelle que quand je faisais, en suivant ta formation, Transformer les connaissances en or, j'étais en train de préparer ma première formation et je m'étais dit, bah tiens, tout le monde l'a fait en vidéo, je vais la faire en vidéo. Et il y a un truc qui bloquait dans mon ventre à chaque fois. Je comprends pas pourquoi, je commence à en faire une, deux. Et là, je me dis, il y a vraiment quelque chose. Vidéo en plus. Oui, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, on va essayer avec le micro. J'avais une intuition qui me disait, l'audio. Et là, je commence, et là, tout s'ouvre, je deviens léger. D'ailleurs, c'est un signe pour l'intuition. Peut-être que tout le monde a ces signes, mais moi, je me sens beaucoup plus léger quand je la suis. Et je me suis senti bien, léger, dans ce que je devais faire. Et j'ai même pu tout réadapter par rapport à ça, en me disant, je le fais en audio. Et tout a pris sens après, en me disant, mais c'était parfait comme ça. Parce que j'ai suivi une intuition, et c'était irrationnel. Et j'ai même des gens qui m'ont dit, mais t'es bête, tu m'as dit que tu faisais de la vidéo, t'aimes bien faire de la vidéo, continue la vidéo. Donc souvent c'est irrationnel, on va vous dire que c'est bête, mais si vous le sentez en interne, c'est ça qu'il faut suivre, quoi. Non, mais t'as entièrement raison, c'est ce ressenti-là. Tu vois, par exemple, moi on me disait, mais t'es bon en formation, t'es bon pédagogue, toi t'es fait pour le présentiel, quoi. Moi, au fond de moi, je sais, non. Non. Ben oui. Mais pas que. Oui, mais c'est secondaire. Moi, mon truc, c'est la formation en ligne. C'est diffuser le savoir. C'est délivrer du contenu. Aujourd'hui, je pourrais très bien, tu vois, au vu de tout ce que j'ai développé sur mon business, notamment avec mes leviers d'acquisition, je pourrais très bien créer très peu de contenu et me focaliser plus sur mes publicités Facebook, sur
tous mes leviers d'acquisition, de trafic et autres, tu vois, je pourrais très peu créer. Mais je sais au fond de moi que j'ai besoin de créer, c'est qu'il faut que je crée. Et que ça fait partie de ma mission de vie. Donc, certes, ça peut sembler contre-productif, comme le coup des 5 vidéos, mais je sais au fond de moi que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, Il rationnellement, faut suivre ce que tu as au fond. rationnellement, c'est pas le choix le plus logique. C'est pas le choix le plus logique, et c'est pas celui qui aujourd'hui m'a rapporté le plus, financièrement parlant, concrètement. Cependant, sur les 2 dernières années, c'est prouvé, quoi. Vraiment, j'ai des chiffres, j'ai des statistiques qui prouvent que. Mais au fond de moi, je sais qu'il faut que je continue. Je sais qu'il faut que je continue à produire. J'ai besoin de produire, c'est là, quoi. J'ai besoin d'apporter. Et ça allait même sur des trucs genre des spécialisations. Arrivé sur certaines spécialisations, on disait mais il faut que tu te spécialises, il faut que tu sois là-dessus. Et moi je le faisais pendant un an, et puis au bout d'un an j'avais fait le tour. Donc théoriquement on doit rester 10 ans, 20 ans. Et non, j'avais besoin d'aller sur le step d'après. Et je l'ai fait. Mais ce qui est marrant, c'est que les personnes qui me disaient ça avant ne sont pas au niveau professionnel où je suis arrivé aujourd'hui. Pourtant, cette chose-là que j'ai faite ne va pas dans le sens de tous les conseils que tu vas lire dans l'entrepreneuriat. Mais au fond de moi, je sais que c'est juste. Et parce qu'au fond de moi, j'ai besoin de consommer et de diffuser des connaissances sur plein de domaines, sur ce que je sais, sur ce que apporter un maximum et le faire euh, vraiment En étant complet, quoi, ouais, en étant privé, perso, mais que les deux soient liés. ouais, complètement. Et et aussi il est parti aussi vite. Il y avait un truc marrant autour de ça. Bon, je sais plus, ça reviendra. Non, ça arrive. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que toi, tu as beaucoup de recul, et je vois aussi beaucoup de gens qui se lancent, parce que maintenant, c'est aussi quelque chose forcément qui est à la mode, le business, être indépendant. Mais il faut jamais oublier que quels que soient les conseils et les livres, tu as toujours un conseiller interne, c'est toi, et que si tu te connais assez pour l'écouter, que tu te fais assez confiance, il aura toujours des meilleurs conseils pour certaines choses, pas surtout, pour dans ce que tu dois faire, ton essence. Après, comment tu le fais dans le monde réel, là tu as besoin de gens qui ont fait le chemin pour te donner des méthodes. Mais par contre, ce que tu dois faire en termes de cheminement et quel chemin tu dois emprunter, est-ce que tu dois aller nager dans l'eau ou est-ce que tu vas aller monter, faire de la varap, ça c'est toi qui le sais en interne et c'est pas les autres qui doivent te le dire. Ouais, C'est complètement. essentiel. Et même si à un moment donné tu te plantes, quoi. Même si à un moment donné. Tu vois, moi j'avais l'intuition très forte et on verra, hein, peut-être que le temps prouvera, justifiera cette intuition-là. En 2015, j'avais l'intuition très forte que je vais faire aller sur YouTube. J'ai commencé à investir à mort de temps et d'énergie sur YouTube. Parfois, j'investissais 2 jours par semaine, 2 jours de travail par semaine, c'est colossal quand même, sur nos activités. Rien que pour diffuser de la vidéo sur YouTube. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je ne pouvais plus, ça marchait pas comme je voulais. J'ai ralenti, voire même arrêté. Mon activité a vraiment décollé, à peu près à la même période. Mais pas grâce aux vidéos YouTube. Alors, ça a aidé, mais c'est pas grâce aux vidéos YouTube. Et j'y suis revenu un petit peu à aimer ça une vidéo. Et voilà, comme je t'ai dit, j'ai semé, je sais que je récolterai un jour. Mais c'est toujours pas. On est loin sur YouTube, on est très loin de ce que je rêvais et de l'intuition que j'avais au départ. D'accord. Clairement. Mais je l'ai suivi et j'ai appris, mais comme jamais, quoi. J'ai appris comme jamais sur plein de choses. Et qui sait, peut-être que ça va, voilà, qu'il va y avoir un truc qui va faire que ça va payer. Donc, et ça paye déjà en deux sens. Ouais, c'est clairement. Alors, ça a déjà payé. Enfin, on va vraiment, là, je fais le tableau un petit peu noir, tu vois, mais ça a déjà payé. Parce qu'effectivement, j'ai acquis une audience, j'ai acquis des clients, donc ça a payé. Mais c'est peu comparativement à tout l'effort que j'ai fourni. Clairement. Sur Snapchat, à l'époque, j'étais sur Snapchat, j'ai passé 1 an et demi à faire des stories sur Snapchat tous les jours, tous les jours.
Mais vraiment, le 25 décembre, le 1er janvier, je faisais des stories Snapchat. D'accord. Je te jure, c'était tous les jours, tous les jours. Ça me prenait pas trop de temps, mais j'en faisais tous les jours. Ça va pas payer outre mesure, quoi. Et j'aime bien tester les trucs, j'avais testé comme ça. Et Periscope, qui était une application Qui marchait bien à un moment, ouais. Ouais, qui marchait top. Je me régalais d'ailleurs, je faisais des lives tous les jours, aussi pareil. Je fais 90 lives. D'accord. Et je faisais 2, 3 par jour, quoi, des fois. Et donc, ouais, donc j'ai fait ça progressivement, et ça n'a pas marché. Mais en même temps, aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quand j'enregistre un podcast pour mon activité, qui eux fonctionnent bien, justement, pourquoi ils fonctionnent bien? Parce que je sais m'exprimer beaucoup mieux qu'avant, parce que j'ai fait des lives sur Periscope, j'ai fait des vidéos YouTube, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc il y a ce premier point. C'est en ça que ça a payé, déjà, Ouais, ça t'a payé en expérience, en savoir-faire. complètement. La façon dont j'ai abordé les podcasts, je l'ai fait complètement différemment de tous les... Ben, j'ai appris de mes erreurs passées. Mon podcast, c'est business de la connaissance, donc c'est très orienté. Exact. C'est pas ma chaîne YouTube Nicolas Penn qui parle de beaucoup de choses. C'est intéressant. Donc petit à petit, ça m'a permis d'avoir une finesse. Et à chaque fois que j'attaque un truc, j'attaque différemment. Donc finalement, l'intuition peut amener à des murs, entre guillemets, mais ces murs-là vont amener à rebondir. Et finalement, on en revient à cette idée de temps. Le temps, toujours, celui qui gagne, c'est celui qui persiste avec le temps, qui persiste intelligemment. Et là, on en vient à cette notion de stratégie que tu as dit en amont. C'est-à-dire que c'est pas juste faire comme un abruti. Ça, c'est clair, foncer dans le mur 10 fois de la même façon, quoi. C'est ça. C'est à un moment donné, tu fais. Et puis comme le skater qui parfois se blesse ou qui fait plus de skate pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et bien là, on infuse. Et quand on revient différemment. Et le skater, par contre, quand il revient coûte que coûte, parce que ça m'avait donné une idée de vidéo, j'étais encore dans Cork en Irlande, Ouais. et justement, souvent mes vidéos, je les faisais à l'intuition, et je passe devant un skater qui se gamelle au moins 10 fois, ouais. Il remonte direct, et après il y arrive. Mais il abordait toujours un peu différemment, c'est justement pas comme une brute, et ça m'a marqué, je me suis dit, agissez comme le skater. C'est excellent. Tu sais, c'est très rigolo, parce que figure-toi que j'ai fait une vidéo en 2016, je te l'enverrai, qui est sur un skate, qui justement, j'avais vu une vidéo sur YouTube d'un skater que j'adorais à l'époque, et en fait c'est une figure pareille, une figure super technique, et il était devant un énorme public, puis tu le vois, en fait tu voyais que les essais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais là, le gars il est arrivé au point où à un moment donné il est tombé, il avait du sang sur la moitié du visage. Le gars, il se relevait, il a continué. Et à la fin, il arrive à faire cette figure qui est juste énorme. Et t'as une standing ovation partout. Et ça m'a fait... Ça a dû te marquer. Ça m'a marqué, ouais. Comme toi, tu vois, c'était... Putain, mais waouh, quoi. Je sais pas le mot en français, dedication. Dedication, ouais, c'est le commitment. C'est le commitment, quoi. L'engagement total. L'engagement. Dedication, en anglais, c'est plus fort. C'est plus fort, ouais. Vraiment, c'est comme si t'étais à 3000% et que tu rien ne lâcheras, quoi. C'est vraiment, dédié avec, c'est une espèce de foi à la réussite, quoi. C'est ça, c'est intéressant. Bah, merci pour ces réponses. Et du coup, en fait, j'avais cette interview, pour moi, elle est un peu en 2 parties. Donc là, on était dans la partie business de la connaissance, justement. Ouais. Et je m'étais dit, après, on va glisser un peu vers un voyage transformation. Ouais. Parce que le fil directeur de cette interview, c'est transformation et alchimie moderne. Complètement. Parce que c'est aussi là, je pense qu'il y a un lien entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ou ce qu'on peut même penser au niveau humain. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant de faire un pont. Ouais. Merci pour ton écoute, j'espère que cela t'a plu. C'est donc la fin de cette première partie d'interview sur le business de la connaissance. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie qui est un voyage de transformation personnelle. En attendant, n'hésite pas à partager et parler de cette interview autour de toi si elle t'a plu, si elle t'a impacté positivement et que tu as tiré des idées inspirantes de celle-ci. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Nico Penn, qui a également un podcast, Le Business de la Connaissance, qui est d'une très grande valeur ajoutée. Je te conseille de l'écouter,
qui a également sur son site internet des formations de qualité, je peux le dire parce que j'en suis plusieurs et c'est vraiment vraiment très qualitatif. Et pour moi, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, où j'y publierai toujours du contenu et des vidéos inspirantes, les podcasts avec des séries sur l'introspection, sur le dépassement de la timidité, des interviews et des sujets inspirants, impactants et pour t'aider à te transformer personnellement. Et également ma formation, l'introspection, le guide pratique, comment arrêter d'être dans le flou et se connaître soi et ses priorités. Lien dans ma bio. Et nous, on se retrouve dans la partie 2 de cette interview avec Nico Pen pour encore plus de conversations inspirantes et intéressantes, cette fois-ci pour un voyage de la transformation personnelle.